Bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures, nous allons pouvoir débuter notre webinaire dédié au système d'information. Je suis Éric Tardieu, le secrétaire général du Réseau international des organismes de bassin et je vous souhaite la bienvenue dans cette session. Comme vous le voyez, le RIOB adapte son organisation, ses modes d'action à la crise sanitaire qui touche à peu près toutes les régions du monde. Et nous proposons depuis le mois de juillet de cette année une série de webinaires consacrés à différents thèmes importants pour les organismes de bassin à travers le monde, des enjeux prioritaires pour les membres de notre réseau, mais aussi pour l'ensemble des partenaires du RIOB. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir pu préparer cette séance avec nos amis et complices du Geneva Water Hub. Et j'aurai le plaisir de partager la conclusion de ce webinaire avec le directeur du Geneva Water Hub, François Munger, qui est donc parmi nous. Le webinaire d'aujourd'hui est donc spécifiquement consacré au système d'information sur l'eau, notamment à l'échelle des bassins nationaux et des bassins transfrontaliers. Et nous avons accumulé, je crois, au sein du réseau, une expérience considérable sur cette question, notamment à travers la conduite de nombreux projets opérationnels. Et je crois que l'année prochaine même, c'est un sujet sur lequel nous aurons à cœur de continuer à alimenter notre réflexion au sein du RIOB et avec tous les partenaires qui le souhaiteront. Cette expérience avait d'ailleurs été assez largement transcrite dans un manuel, comme on les appelle au RIOB, un manuel sur les systèmes d'information sur l'eau qui avait été coédité par le RIOB et par l'UNESCO en 2018 pour le Forum mondial de l'eau de Brasilia. Et c'est Paul Henner, du secrétariat technique permanent du RIOB à l'Office international de l'eau, qui avait coordonné la rédaction de cet ouvrage. Je vais donc lui céder la parole sans plus attendre, de façon à ce que nous puissions entrer dans le vif du sujet. So first of all, ladies and gentlemen, good morning and good afternoon for some of you, and maybe good evening for some of us from Eastern Asia and Southeast Asia. So my name is Paul Henner from International Office for Water, and I am in charge of coordinating activities related to water information systems. And so today I have a pleasure to share with you some experience and some key points that we recommend in terms of global governance of water information systems. So in fact, these key points are what we saw during the last 25 years of our activity during 25 years, we are supporting countries and basing organizations in terms of water information system development. So we start with some generality, starting first with the fact that whatever the level of activity, it could be at country level or basing level, transboundary level, IWRM, Integrated Water Resource Management, requires to have access to a lot of different kinds of data, different topics of data. Of course, it is very important to have data about the description of the water resource itself, the basin, the rivers, groundwaters. And of course, it is very important to have data, access to data on quantitative and qualitative aspects of this water resource, hydrological data, like the result of laboratory analysis, etc. But it is also very important to have a capacity to combine this data on water resource with data on water user, water users, infrastructures used by the water user to make the link with water resource, and also to combine this data with different kind of environmental aspects, risk-related data,
health indicators, socio-economical aspects. A second important key point is that the access to data and information is fundamental for many activities, or quite all activities of the water sector. Indeed, when a country succeeds to organize easy access to data and information produced by the different data producers, it will facilitate many kinds of activities like sectorial water management, drinking water, irrigation, and energy, of course, on national planning and the basin planning, but also studies on climate change adaptation, risk management, reporting, whatever for SDG or for national statistics or for specific convention. Also, it will be useful for operational management, territorial management, emergency situation, and for the monitoring of regulatory aspects and information of the public. So the logic, considering these needs, should be that information system should facilitate the access to data produced by different institutions, some on national level, some of our local level, on different topics, but also should facilitate the access to data produced now by satellite image, and we'll come back on this point later, which are going to be more and more important. And the idea that based on this data produced by different institutions, national level, basin level should have a capacity to produce information and knowledge for, first of all, for decision making, but also for public information. But in fact, in reality, in many cases, this data is not accessible. So there is a loss of money because data is produced and not used. And also there could be a loss of money because some decision could be taken based on with lack of information. So what is the idea? The idea is to see that information system implementation is an opportunity to create a network between institutions producing data, between institutions producing and the one managing data and the one using data. In order to facilitate that, having access to this data, it will be possible to easily produce information and knowledge for deciders and public. But doing this work, the idea is not to look for centralization. At the contrary, the idea is to work in a decentralized system, letting the data at the level of data producers, which remain responsible for their data, and developing interoperability between the basin information systems and the information systems existing of the different data producers. So such principles are already applied, as example, at European level. Probably you know that European level is developing what we call the SAIS, the Shared Environmental Information System. And in 2008, the European Commission adopted the principles in order to organize easily the access to data. First, so I will go mainly on three of them. First one is saying information should be managed as close as possible to its source. That means we come back here to the point that the producer remains responsible for its own data. Information should be collected once and shared with others. So here we can see the part of organizing the sharing of data, in particular using web services. And last important point is that information should be readily available to public authorities to facilitate their activities and in particular reporting. So we have no time here to go more in detail on the other part, but as was mentioned by Eric, if you want to go to have more information about all the aspects of governance, you can have a look on this handbook that we produced 2 years ago. This handbook is presenting the 5 main processes that we consider when we deal with information system. First of all, data production, which everywhere in all countries, all basins are produced, data is produced by many institutions. So there is a need to organize access and to have a capacity to integrate data. Third point, it is very important to have a capacity to transform this data in information useful for decision-making and for public information, to have a capacity to develop a dissemination of information. But all of this can only work if there is a good governance, if there is a good interinstitutional cooperation between institutions.
So here is how do we implement these principles. Here is one example of Laos, where when we start the project working with Laos, we were analyzing the main institution producing data and managing data at national level. So we see that we have a Ministry of National Resource, Environmental Resource, Ministry of Energy and Mines, producing also data because they manage all the dams for electricity. There are other institutions at national level. But we can see that also at local level, we have data producers which have to be involved in data exchange. And so all these actors should be involved in the exchange of data, allowing the synthesis of data inside national water information system or basin information system. But at the same time, these systems allow that local actors could have access to the data of the different institutions that give access to their own information. And at the same time, what we do in some projects is that we use this principle in order to facilitate that local producer can feed the information system of different institutions. So the same principle also is applied at transboundary level. So here is one example of transboundary basin management for the Oyapock and Maroni between Suriname, French Guiana, and Brazil. So here also we consider the existing information system in each country, developing the network of exchange of information, including also the data coming from international level, in order that combining this capacity of having access to data with the need expressed by the partners, we have a possibility to develop different services like portal of dissemination, catalog of metadata, interactive maps, process for visualization of indicators, bulletin, daily bulletin, general bulletin, and other product and service like video, organization of webinar, and communication, because not all the population is connected to internet, so it is also important to prepare support of communication for local population. So doing this work at transboundary level, we take the opportunity also in this case to support the French Guiana territory to organize a specific information system which facilitates the access to the national French database, national level, but also to the local database existing and managed by the different institutions. And at the same time, working in the same way in different countries, this facilitates that at transboundary, we facilitate the exchange of data. Having good information system at national level, it facilitates the exchange of data and information between the countries following the purpose. So as example here, some example of visualization tools. So we make synthesis of all monitoring points in all topics. And so we have interactive maps. When we do a click on one point, we go directly to the data of the data producers. We can make synthesis per topic on surface water quantity, qualitative aspects. We can integrate data on water intake. And also we can manage indicators on water supply and sanitation. So all topics can be considered. And for information, we are also now developing some daily bulletin automatically produced with the data coming from different data producers in France and in Brazil. So in conclusion, so we have to remind that water information systems are key instruments of any water sector policy, whatever transboundary, national or local water resource management. We can see that development of interinstitutional collaboration is fundamental. First of all, because there is a lot of topics and a lot of data producers need to work as a team, each player having its own function. And we can see also that collaborative approach allows to involve the main actors within regular and automatized data exchange process. And this helps to release energies and to develop collaboration between institutions. And of course, it is important to adapt the system to existing resources and needs and objectives, to consider the potentialities of new technology. So today, we know how and to interconnect different information systems, whatever the format. So we can develop what we call interoperability. We have now a huge potential of remote sensing that can be used. And we have also possibility to involve final beneficiary with crowdsourcing activities and interactions. And of course, it is very important
to take opportunity like today to share experience coming from other countries and basin in terms of data management and water information system. So I thank you for your attention, and of course I remain at your disposal for any questions. Merci beaucoup à Paul Henner pour ce lancement de notre sujet avec à la fois le descriptif général des enjeux et un premier regard sur les nouvelles technologies. Et nous allons enchaîner tout de suite sur cet aspect-là. Je vais donner la parole tout de suite à Madame Alice Andral, qui travaille au Centre national d'études spatiales français. Et Alice est spécialiste en hydrologie spatiale et notamment experte d'un programme d'observation SWOT Aval. Alice, oui, bonjour à tous. Tu as la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, Alice Andral, je travaille donc au Centre d'études spatiales et je vais vous faire une présentation assez rapide des potentialités de l'observation de la Terre pour tout ce qui concerne un petit peu l'hydrologie et la gestion de la ressource en eau. Donc, ce ne sera pas une présentation technique, mais c'est juste pour vous présenter les différents concepts et possibilités. Donc, je passe à la suivante. Tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt d'utiliser le spatial en hydrologie pour la gestion des ressources en eau. En fait, la première raison, c'est vraiment qu'on a besoin de données. Il y a des besoins en eau qui sont croissants, on a des disponibilités en eau qui sont… il y a des besoins en eau, on va dire, un petit peu partout dans le monde, où l'eau est critique. Elle n'est pas forcément bien uniforme à la fois d'un point de vue spatial et aussi temporel. D'une année à l'autre, l'eau disponible n'est pas toujours la même. Au niveau des bassins transfrontaliers, la question de la disponibilité des données de l'amont vers l'aval est aussi une question. Et face aux enjeux qu'a un peu évoqué Paul précédemment sur le changement climatique, on a des besoins de pouvoir anticiper les impacts de ces changements, notamment d'un point de vue hydrologique. Et pour tout cela, on a besoin de données. Et paradoxalement, dans bon nombre de régions du monde, on a le réseau in situ qui diminue, à la fois pour des problèmes d'homogénéité, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne sont pas forcément accessibles, des problèmes de maintenance et de ressources. Et c'est vraiment là où le spatial peut apporter un complément au réseau in situ. Tout d'abord parce que les données, elles sont globales. On ne connaît pas non plus les frontières. Et les données sont totalement superposables entre elles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On utilise maintenant des données qui sont libres d'accès pour tous. Il y a des services opérationnels qui commencent à se mettre en place pour le suivi de certaines variables hydrologiques. Et l'ensemble des agences spatiales garantissent une continuité dans les données. Au jour d'aujourd'hui, c'est garanti jusqu'après 2030, donc c'est-à-dire que l'utilisation de ces données-là, en fait, est aussi pérennisée. Et au jour d'aujourd'hui, également, le spatial permet de pouvoir observer à plus ou moins bonne résolution l'ensemble des composantes du cycle de l'eau, donc que ce soit les précipitations, l'évapotranspiration, tout ce qui concerne la neige, la couverture neigeuse, l'humidité du sol, les variations d'eau souterraine, les points sur les lacs et les rivières avec les quantités d'eau, qualité et via modélisation, l'accès au débit. Et donc tout cela fait qu'en fait le spatial peut vraiment être considéré dans ce contexte-là comme un réel complément au réseau in situ actuel. Par ailleurs, la constellation de satellites actuelle n'a jamais été aussi importante et on est vraiment d'un point de vue spatial au début de ce qu'on appelle nous l'hydrologie opérationnelle, c'est-à-dire que les défauts que l'on pouvait avoir sur le spatial sont maintenant en train d'être comblés. Il y avait la partie résolution temporelle en fait qui est en train d'être améliorée
par le fait qu'on a des constellations de satellites qui regardent la même chose, donc on compense la temporalité en utilisant plus de satellites. On arrive à voir des corps en eau qui sont beaucoup plus petits, toujours en ayant une couverture globale, parce qu'on a de meilleurs capteurs qui sont envoyés dans l'espace, et également parce qu'on a des algorithmes de traitement derrière qui aussi sont améliorés. Donc, tout cela favorise la visibilité de corps en eau plus petits. Je le disais, on a une continuité des données, un accès libre et gratuit qui est relativement aisé. Et un point qui est très important, c'est qu'on améliore la précision de ces données-là, à la fois par les capteurs, mais aussi et surtout par les traitements au sol que l'on peut faire maintenant en utilisant l'ensemble des données, l'intelligence artificielle, etc. On a vraiment des améliorations très importantes de cette précision-là. Donc, on est à une période un petit peu d'âge d'or des données spatiales avec une quantité qui est absolument phénoménale et totalement actuellement sous-exploitée. Qui plus est, du côté on a en hydrologie ce qu'on appelle la mission SWOT, pour Surface Water and Ocean Topography, qui est une mission développée entre la France, le Canada et les États-Unis, et qui est la première mission spatiale qui est dédiée aux eaux continentales. Jusqu'à présent, il n'y avait pas. C'est une mission qui va permettre de fournir des hauteurs d'eau avec une précision inférieure à 10 cm, ce qui est assez performant. Et sur l'ensemble des rivières et lacs, vous avez une représentation sur cette map monde de l'ensemble des rivières qui vont pouvoir être observées par le satellite SWOT. Et on va avoir une première approche sur les changements, les stocks d'eau, en fait, et l'eau disponible sur la plupart des zones continentales. Donc c'est vraiment un booster sur tous les développements que l'on a actuellement en France et aux États-Unis en particulier. Et en préparation de cette mission-là qui va être lancée en 2022, on a tout un développement de produits opérationnels en parallèle pour fournir en temps quasi réel, en plus des hauteurs d'eau, de fournir tout ce qui concerne les surfaces en eau, c'est-à-dire savoir où se trouve l'eau à un instant donné, qui est une variable assez importante pour tout ce qui concerne les inondations. Tout ce qui concerne aussi les quarts d'occupation du sol qui ont un impact sur l'usage de l'eau, que ce soit sur le développement des villes ou l'agriculture. Tout ce qui concerne aussi l'humidité du sol, la qualité de l'eau et les précipitations. Et toutes ces données-là, en fait, vont être accessibles en un seul point de contact qui s'appelle HydroWebNG, qui est une plateforme qui va bientôt être mise à disposition de tous pour faciliter justement l'accès à ces données-là. Et la suite de la présentation, donc je vais vous présenter un petit peu quelques exemples de ce qui peut être fait avec des satellites d'observation de la Terre en hydrologie. Donc le premier exemple, c'est vraiment sur l'amélioration de la connaissance de l'état hydrologique hydrique du bassin. C'est sur le bassin du Congo. Qui est un bassin qui est juste immense, près de 3,8 millions de kilomètres carrés. Et à l'époque où on a démarré ce projet en 2016, il y avait à peu près une trentaine de stations in situ qui étaient en état de fonctionnement. Et on comprend bien que 30 stations sur l'ensemble du bassin, ce n'est pas forcément suffisant pour avoir une bonne connaissance de l'eau disponible pour les différents usages, agriculture, navigation, etc. Et ce qui a été fait, en fait, c'est qu'on a utilisé donc, le spatial via l'altimétrie pour apporter plus de 500 autres points de mesure que vous avez représentés sur cette carte, qui apportent une information de hauteur avec un retraitement sur le passé, c'est-à-dire qu'on fournit également une série temporelle donc, qui permet de voir l'évolution des hauteurs d'eau. Donc, ces informations-là supplémentaires donc, ont été fournies à la SICOS, qui est le gestionnaire du bassin. C'est aussi disponible sur le site internet que vous avez ici en bas, disponible pour tous. Et ces informations sont directement intégrées dans le système d'information sur l'eau de la SICOS pour développer ses propres indicateurs, services et applications. La présentation qui suit, je crois, va en parler.
Un autre exemple qui va prendre tout son sens avec la future mission SWOT concerne le suivi des barrages et notamment leur variation de volume. Actuellement, pour pouvoir accéder au volume des barrages, aux variations de volume des barrages, on utilise la surface en eau que l'on combine avec un modèle numérique de terrain. Et en combinant les deux, en fait, on arrive aux variations de volume des barrages. Donc, on a estimé les lois surface-volume. Et en fait, avec la future mission SWOT, tout ce qui concerne les variations de volume des lacs et des réservoirs, en fait, seront des produits directement accessibles pour tous les lacs et réservoirs observables par le satellite. Donc, sur tout ce qui concerne la gestion des barrages, je dirais que l'arrivée de SWOT va vraiment changer la donne sur cette thématique. Un autre exemple sur la qualité de l'eau, on arrive à suivre la qualité de l'eau par satellite en analysant les variations de couleur de l'eau. Donc, on ne peut pas accéder à tous les paramètres de qualité de l'eau, mais à certains qui changent le spectre optique, donc qui changent de couleur. On a un projet actuellement sur le lac Tchad, où vous avez ici un exemple de produit de qualité, qui est fait en partenariat avec l'UNESCO. Et l'objectif, en fait, c'est que le spatial permette d'assurer un suivi de la qualité de l'eau par différents paramètres, donc sur la température, turbidité, matière en suspension, chlorophylle A et les blooms d'algues, et de retraiter ces données sur 5 à 10 ans dans le passé et d'avoir un suivi continu de manière à avoir un état de la qualité de l'eau, un état écologique et des indicateurs pour les usages de l'eau sur le lac Tchad. Le dernier point qui est une application, on va dire, assez poussée de ce qu'on peut faire avec le spatial, ça concerne en fait le suivi des périmètres irrigués au bord des fleuves. Là, ici, c'est un projet qui a été fait avec la SOGED, qui est l'organisme qui gère la partie aval du fleuve Sénégal. Et l'idée, en fait, c'était de suivre de façon continue les surfaces irriguées par satellite et que ces surfaces, de connaître, en fait, d'avoir une connaissance de là où les surfaces cultivées sont irriguées, de manière à pouvoir, quelque part, à ce que la SOGED puisse vérifier par rapport aux déclarations faites par les bénéficiaires, de vérifier que cela correspond bien et pouvoir avoir les redevances qui vont bien derrière. Donc, c'est une application qui est purement spatiale. Il y a eu des campagnes de mesure qui ont validé l'approche et c'est un outil qui est actuellement opérationnel à la SOGED. Donc là, je vous ai présenté très rapidement des applications sur ce qu'on pouvait faire. Le spatial peut vraiment apporter une information, des données supplémentaires. Puis après, il faut arriver. On a souvent l'habitude, avec les données terrain, à avoir des données en un seul point. Là, la donnée spatiale, c'est une donnée en 2 dimensions, voire même en 3 dimensions quand on intègre la dimension temporelle. Et du coup, ça nécessite une certaine adaptation des systèmes d'information sur l'eau pour pouvoir les intégrer. Mais je souhaiterais vraiment insister en conclusion sur le fait que le spatial, ça apporte des données qui sont globales, qui sont relativement faciles d'accès, dont la technologie est en perpétuelle amélioration, avec une grande étape avec la mission SWOT, mais que ces données satellites ne peuvent pas être dissociées des données faites au sol. Quelles que soient les données, toutes les données ont une information et face aux enjeux de l'eau, je pense que toutes les données sont utiles, que ce soit des données de sciences citoyennes, de drones, de capteurs bas coût, toutes ces données sont utiles. La disponibilité des données au sol est parfois compliquée. Et ces données-là sont vraiment indispensables aussi pour nous d'un point de vue spatial parce qu'elles permettent de calibrer et valider nos données. Donc ça, c'est très important. En ajoutant à ces données-là une partie modélisation pour
accéder à tout ce qui concerne la qualité de l'eau, le suivi écologique, les prévisions d'inondation, sur les prévisions climatiques, etc. Et si on arrive vraiment à intégrer ces trois composantes dans des systèmes d'information pour aboutir à des indicateurs, je pense réellement que ça peut améliorer tout ce qui concerne la gestion de l'eau. Et on peut imaginer qu'à terme, en fait, on soit capable d'avoir presque un inventaire en quasi temps réel de la disponibilité en eau, de ces variations dans l'espace et dans le temps. Donc, il y a de réelles belles perspectives sur l'utilisation de ces données-là et leur intégration dans les systèmes d'information sur l'eau. Je vous remercie pour votre attention et pareil, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci Alice, merci beaucoup pour la description de ces nouvelles technologies qui vont impacter le champ des systèmes d'information sur l'eau et merci beaucoup pour les exemples présentés. Nous allons entrer dans un premier temps un petit peu plus interactif et pour vous le présenter, je redonne la parole à Paul Henner qui va pouvoir vous présenter le premier sondage que nous souhaitons vous soumettre. Paul. So before to start a period of question and answer, we would like to take benefit of the tools that we have now to launch a little survey and to have an interactivity with you. So presenting two questions, just to check that we were presenting the difficulties that have many institutions to have access to data. So the first question is related to that. Will you face issues for having access to data produced by various institutions at your level? It could be national level, basing level, or transboundary level. And the second question is related to the reason of having difficult access to this data and information. So it could be generally maybe a lack of strategy and cooperation between institutions to exchange information. It could be a lack of tools and know-how on who produce what and how to access to the data which are produced. It could be a lack of common language, having access to data which are not comparable. So this could be another difficulty for combining data produced by different institutions. And here we can have also heterogeneity of formats used by different actors with difficulties with lack of procedure for automatic data exchange and so on. It could be also a lack of digitized data or a lack of data itself. So sometimes the data is only on paper, not digitized. Sometimes there is also a lack of IT equipment. The partners are not equipped with servers and so on to facilitate this data exchange. Or in many cases, also there is a lack of trained human resource for organizing data management procedures on an efficient way. But also you can have other reasons, you can find other reasons to have difficulties of data exchange. In that case, we invite you to write in the chat to explain what are your difficulties. So here the question, the survey, you can, first question, you can click yes or no. And second question, you can click one or several answers related to the questionnaire. So the questionnaire will stay open up to the end of the question answers that we are going to have now. And before it will be closed before the next presentations. C'est donc le temps des questions et des réponses. Un premier temps assez court. Si déjà vous en avez, je vous invite à vous signaler dans le chat. Et je vais passer en espagnol puisque nous avons une première question de nos collègues d'Espagne. Voy a hablar en español para una primera pregunta de la parte de nuestros colegas de la Dirección del Agua de España. Conchita Martuelo, creo, Conchita, que tiene una pregunta sobre las dos primeras presentaciones que hemos entendido. Conchita. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias por atender a mi pregunta. Es sobre nosotros en la experiencia nuestra española hemos utilizado fundamentalmente satélites de Landsat, de información del Landsat y últimamente de Sentinel, de la misión Copernicus europea.
y hemos tenido bastante éxito en la estimación de las demandas de agua para regadío a través del índice de vegetación normalizado. Esto lo estamos haciendo a nivel nacional, a nivel de planificación, con una agregación a nivel de planificación hidrológica. Y creo que es un reto, una información importante que tenemos que incorporar de manera operacional a la gestión diaria de nuestros recursos hídricos. Yo creo que la escala espacial es nuestro gran reto. Tenemos servicios muy especializados para asesoramiento al regante, pero en la Dirección General del Agua estamos trabajando en buscar una metodología común a nivel nacional, a partir de las experiencias y las características de cada cuenca, para poder hacer una gestión diaria y operacional a través de la teledetección. Me parece muy interesante a través de la tecnología que nos ofrecen las constelaciones actuales de satélites, y eso era mi aportación. Gracias. Nous allons donc passer au témoignage. Nous avons pour le webinaire d'aujourd'hui plusieurs témoins de très grande qualité et de très grande diversité géographique. Nous allons commencer par le bassin du Congo, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, la CICOS. Alors, nous venons d'apprendre que Madame Julie Thénault, la secrétaire générale, est toujours retenue dans une réunion ministérielle, et j'ai donc le plaisir de passer la parole pour la CICOS toujours à Georges Boulembuga, qui est directeur des ressources en eau au sein de la CICOS et qui va reprendre cette présentation. Merci beaucoup, cher Eric. Bonjour ou bonsoir à tous. Donc, comme ça venait d'être expliqué par Eric, nous présentons les témoignages sur ou l'expérience de la CICOS dans l'utilisation de données du spatial dans la gestion des ressources en eau dans les bassins du Congo, au nom de Madame la secrétaire générale qui est empêchée. Donc, nous le disons qu'on ne gère que ce que l'on connaît. Donc, sans les données, il est difficile, surtout dans les domaines de la gestion des ressources en eau d'un grand bassin comme le Congo, donc gérer cette ressource d'une bonne manière qui puisse satisfaire tous les acteurs. Donc, d'où l'importance de l'information, comme ça venait d'être introduit par Alice, donc un bassin de plus ou moins 4 millions de kilomètres carrés, où il y a eu déclin du réseau de mesures jusqu'à arriver à une vingtaine, une trentaine. Donc, c'est vraiment un avantage pour la CICOS d'évoluer, d'utiliser cette approche. Donc, notre présentation, il y a quelques éléments rapides que nous avons préparés. Donc, l'état du réseau hydrométrique dans les bassins. Donc, notre système d'information hydrologique et notre expérience dans les suivis de l'eau avec l'altimétrie spatiale et l'expérience également sur notre cadre global de partage des données et les leçons apprises, et nous terminerons par une petite conclusion. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le bassin du Congo vers les années 1960 a plus de 400 stations hydrométriques in situ, et voilà, avec toutes les crises, on tombera pratiquement à une dizaine de ces stations. Donc, nous avons reçu l'appui de l'Union européenne, d'abord avec les projets AMSD puis MESA. Et maintenant, nous sommes en train d'évoluer avec FFM et AFD vont nous appuyer davantage pour regarder les questions liées au suivi, donc hydrométrique. Et
présentement, nous avons déjà beaucoup de données parce qu'il y a eu la sensibilisation derrière pour réhabiliter les données in situ dans les pays et juste obtenir, comme ça venait d'être présenté par Alice, plus de 500 stations virtuelles dont nous avons les données présentement dans notre système d'information. Et les producteurs de données, nous sommes au niveau régional, mais les producteurs à la base, c'est les différents services hydrologiques et météorologiques du bassin dont vous voyez la liste qui part des directions de tout pratiquement les pays membres du bassin et autres services qui travaillent dans les secteurs. Donc ici, nous montrions l'évolution de là où nous venons et là où nous nous trouvons maintenant. Il y a plus de 800 maintenant la disponibilité avec Sentinelle. Il y a plus de 800 maintenant stations, mais dont 500, les données ont été analysées. Nous avons les séries bien affinées, mais la disponibilité, ça va plus au-delà, où on peut encore traiter et obtenir des séries utiles selon les besoins des données. Donc, notre système d'information hydrologique est une des composantes du système global de la SICOS qui prend plusieurs aspects. Donc, nous dénommons système d'information du bassin du Congo, SIPCO. Et notre système hydrologique joue les 3 fonctions comme reconnues pour tout système. Nous avons les stockages, donc les traitements, les partages et l'échange d'informations, des données hydrologiques et pour la gestion, la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau dans un bassin comme le nôtre. Donc là, nous donnons les liens parce qu'il est en pleine élaboration. Les liens est là. Nous avons eu des appuis de nos partenaires. Donc, à travers l'AFD, Bereli a fait le travail, effectivement, avec l'appui de l'assistance de l'OIO. Donc, vous pouvez consulter à travers ces liens notre système qui est en pleine élaboration. Donc, en ce qui concerne l'expérience sur l'utilisation de l'altimétrie spatiale, donc les bassins où la SICOS aujourd'hui a 6 membres et qui partagent plus de 80% de ces bassins, donc la République du Cameroun, la Centrafrique, Congo, Gabon, la République démocratique du Congo et l'Angola. Bien sûr, d'autres pays riverains du bassin cherchent à adhérer à l'institution, mais les 6 déjà occupent plus de 80% du bassin. Donc, au regard des dimensions de ces bassins, même si on pouvait aller mettre des moyens conséquents pour réhabiliter l'ensemble du réseau, ce qui nous coûterait énormément cher. Donc, l'altimétrie spatiale pour nous, vraiment, c'est une grande opportunité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, qui a commencé avec les projets de l'Union africaine, l'Union européenne, AMSD, qui se poursuit, et surtout avec l'appui de la coopération française à travers la FD-FFM, dont nous nous sommes plongés dans cette approche. Donc, avec ce nombre de stations que nous avons, avec l'appui également dans ces projets qui étaient apportés par l'IRD Lagos. Donc, notre aujourd'hui banque de données, et comme Alice l'a dit, il est aussi sur HydroWeb, la plateforme HydroWeb, et les données spatiales que nous utilisons aujourd'hui viennent de Envisat, des anciennes missions, Saral, et Jason 2.3 et Sentinelle 3A. Donc, nous avons à travers ces données obtenues, et ce qui nous préoccupe, c'est de fournir les services à la population ou aux acteurs du bassin.
Donc, parmi ces services aval, c'est que nous avons élaboré les bulletins de hauteur d'eau pour les besoins de la navigation, pour que les navigants puissent charger les bateaux en conséquence de tirants d'eau qu'ils devraient traverser sur certains sites. Donc, on a mis à jour des courbes d'étarage en utilisant les données d'altimétrie spatiale. Et nous avons également élaboré ou actualisé des profils longitudinaux de certains chaînons de nos cours d'eau. Et on a identifié à travers ces données les sites propices pour l'hydroélectricité. Donc, c'est parmi les éléments des produits aval sur lesquels nous sommes en train d'appuyer fortement le secteur de la navigation, mais aussi d'autres acteurs, les producteurs de l'hydroélectricité, et à présenter les potentiels grâce à ces données de l'altimétrie spatiale, les potentiels réels de l'hydroélectricité dans les bassins du Congo. Donc, par rapport à l'expérience sur le cadre global d'échange de données et des leçons apprises et les processus des protocoles donc, qui étaient signés au niveau du gouvernement. Mais à part ça, nous avons la SICOS a signé avec des entités spécialisées dans la collecte de l'information. Donc, mais en termes de défis, il faut que nous puissions arriver effectivement à améliorer davantage notre système d'information hydrologique au niveau national et renforcer leurs capacités. Parce que nous sommes au niveau régional, les informations doivent nous venir de la base. La base, c'est du niveau des services hydrologiques et météorologiques au niveau national. Donc, c'est un défi à relever et aussi assurer la réception et la distribution de ces services aval, comme nous venons de les présenter ici. Pourquoi pas à temps réel, suivant les améliorations. Et comme ça venait d'être annoncé par Alice, et c'est un élément important de dire que la SICOS est avec les bassins du Congo, il a été choisi comme bassin pilote et dans le groupe de l'hydrologie spatiale qui est en train de préparer la mission SWOT. Donc, nous améliorerons davantage nos services avec cette résolution temporelle mais aussi spatiale que fournira SWOT. Et nous devrions également, à travers ces flux de données, d'assurer des mises à jour et l'amélioration de notre outil d'allocation des ressources en eau du bassin du Congo, qui est un outil très important dans la gestion intégrée au niveau transfrontalier que le bassin du Congo. Donc, pousser toujours l'intérêt au niveau politique pour que l'échange des données puisse se passer sans beaucoup de difficultés. Il vous reste 1 minute pour conclure, Georges, s'il vous plaît. Merci. Donc, en termes de leçons apprises, nous avons compris qu'au niveau d'échange de données, au niveau d'experts, en tout cas, ça ne pose pas de problème. Ça s'est fait de manière aussi bien compréhensible. Mais quand on ramène les dossiers vers les politiques au niveau administratif, c'est là où il y a certains blocages à cause des processus administratifs. Mais au niveau des experts qui œuvrent au niveau des services en charge de la collecte de données, ça ne pose pas manque de données, effectivement d'outils, comme je viens de répondre déjà ici. Dans notre questionnaire, au niveau national, pour ces partages, ils veulent bien le faire,
mais souvent, il y a un manque d'outils, il n'y a pas d'Internet et aussi d'autres outils, si les problèmes, et il est toujours demandé qu'il y ait une forme de compensation parce qu'ils mobilisent les moyens pour obtenir ces données, qu'est-ce qu'ils doivent avoir en termes de compensation pour assurer de manière continue leur travail. Donc, nous disons que notre système d'information hydrologique, grâce à tous ces flux de données obtenus du spatial, se trouve être un outil de gestion, de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources au niveau du bassin. Donc, c'est un outil, le système d'information hydrologique de la SICOS, qui a été développé avec la collaboration et l'engagement de tous les acteurs dans toute transparence. Et il est basé, il est ouvert, basé sur les données actuelles. Donc, la SICOS avec le groupe d'altimétrie spatiale, comme nous avions dit, va encore bénéficier et va encore bénéficier de tous ces flux de données du spatial pour les besoins de la cause en termes de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Georges Goulemvouga, pour la présentation de l'expérience du bassin du Congo qui allie des enjeux de gouvernance internationaux très complexes et un aspect pilote sur l'utilisation des nouvelles technologies spatiales. Merci beaucoup. Voy a hablar en español para introducir la próxima presentación. Cambiamos completamente la región y es importante para nosotros que podemos ver hoy a la señora María Alejandra Morera López, secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Alejandra, the floor is yours. Muchas gracias, estimado Eric, y muchas gracias también por la invitación importante para poder, desde la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, dar algo de información sobre el trabajo que nosotros 8 países estamos realizando. De hecho, mencionar, la próxima por favor, de hecho mencionar que uno de los ejes fundamentales que han dado lugar al Tratado de Cooperación Amazónica en 1978 fue justamente esta importancia que se da a los recursos hídricos de nuestra cuenca para procurar empeñar esfuerzos con miras a una utilización racional de los recursos hídricos. Una consulta nada más. Gracias. Bajo esta concepción de la multiplicidad de las funciones de los ríos amazónicos y de su impacto en lo social y económico, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela deciden trabajar de manera conjunta en la gestión de los recursos hídricos. Y no podía ser de manera distinta, toda vez que nosotros compartimos, la próxima por favor, la cuenca más extensa del mundo, básicamente abarca el territorio de Latinoamérica en un 44%, por tanto es una región de alta importancia para nuestros 8 países. En este sentido, los países también han estado trabajando en la próxima, por favor, hace una década, un poco más de una década, en diferentes pasos para poder generar primero una visión común de la gestión, del tipo de gestión de recursos hídricos para trabajar dentro de nuestra región. Por ello, por fin se ha generado este trabajo y determinado a partir de un análisis de diagnóstico transfronterizo y un programa de acciones estratégicas, una visión común en la cual se reconoce que los recursos hídricos pues se viabilizan con la gestión participativa, el intercambio de información, investigación, implementación, acciones de adaptación a la variabilidad y el cambio climático y a través de la cooperación regional. Una de las líneas estratégicas que se ha determinado en todo este trabajo es justamente la gestión de información y conocimiento. Compartimos con los anteriores panelistas cuando indican que el buen conocimiento y facilidad de acceso a los datos e información sobre el estado y evolución del recurso agua
es generadora de una política exitosa para el recurso hídrico. La gestión integrada de los recursos hídricos debe basarse en datos e información validados y proporcionados a través de sistemas de información integrados. Coincidimos plenamente, los países han decidido trabajar en este sentido. La próxima, por favor. En este contexto, actualmente nosotros tenemos el programa de acciones estratégicas de nuestra cuenca y actualmente estamos con la implementación de 2 proyectos que están trabajando 3 redes a nivel regional de la cuenca amazónica. Uno de los pilares fundamentales, como pueden ver en la lámina, justamente es el monitoreo regional de nuestros ecosistemas, siendo la cuenca uno de los ecosistemas de atención específica del trabajo de nuestra organización. Estamos desarrollando ahora la red hidrológica amazónica, la red regional de monitoreo de calidad de agua y la red de erosión, transporte y sedimentos para nuestra región. La próxima, por favor. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros pretendemos con las tres redes? Justamente un monitoreo integrado, el acceso a información regional, el fortalecimiento de las capacidades técnicas, pero también tecnológicas e innovación dentro de las instituciones públicas y de los funcionarios públicos que están encargados de trabajar en ello, la generación de protocolos regionales para el intercambio de esta información, un sistema regional de métodos de muestreo y análisis armonizados que pueda cubrir por lo menos 2 efluentes principales con medición anual, la difusión de conocimientos sobre nuestra realidad de la cuenca amazónica, acciones de capacitación técnica, algunas acciones piloto en determinados países, el fortalecimiento de la cooperación internacional, regional entre nuestros países, pero también con socios estratégicos fuera de nuestra región y el apoyo al cumplimiento de los compromisos internacionales. De manera general, estas redes de monitoreo, como les decía, están en proceso de diseño y construcción. Las redes se establecerán en una primera etapa de arranque en la experiencia y en la capacidad ya instalada por parte de los países miembros. En las siguientes etapas de consolidación de estas redes, se va a avanzar en la incorporación de procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en la red de hidrológica amazónica y de monitoreo de calidad hídrica, está previsto avanzar en el monitoreo hidrológico satelital que permita contar a futuro con información de estaciones virtuales en tiempo real en regiones de difícil acceso. En lo que se refiere a la red sobre el transporte de sedimentos, se espera también incorporar datos de teledetección para el seguimiento automatizado de procesos hidrológicos. La siguiente, por favor. Gracias. Estamos, como decía, en la etapa de diseño de estas redes, perdón, la anterior. Gracias. Por ejemplo, yo considero que la red hidrológica amazónica, el anterior slide, por favor, si me lo pueden colocar, es el trabajo que más avanzado tenemos. Como decía el colega de la cuenca del Congo, definitivamente es complicado sentar a 8 países con sus diferentes representantes técnicos, políticos, primero para la concepción de la red, también para establecer directrices de gobernanza, armonización de metodologías, pero se lo ha hecho, la disponibilidad de los países está ahí, es por ello que en este momento, por ejemplo, se está determinando que el modelo para utilizarse el de cobertura. La planificación de la red está sustentada en una adecuada distribución espacial de estaciones existentes para que por interoperabilidad, entre series de datos sea posible determinar con precisión las características básicas de los elementos hidrológicos de cualquier parte de la región. En la fase 1
se ha previsto el funcionamiento de 125 estaciones ya existentes. En la fase 2 se tiene el interés de estaciones, si bien no son existentes, pero de rescatar algunas otras que tienen alguna otra multiplicidad de función para poder incorporar en esta red. Uno de los problemas en los cuales nosotros estamos atravesando en este momento, aparte de las generalidades que ya ha mencionado también el colega de la Cuenca del Congo, es la falta de financiamiento por temas económicos que ahora nos plantea justamente un escenario de reactivación económica de los países post-COVID, ¿no? COVID-19. Lamentablemente las priorizaciones también dentro de los mismos países están dadas en otros sectores, lo cual va a impactar, nosotros consideramos, posiblemente en la implementación de estos proyectos, sobre todo en el mediano plazo. La próxima, por favor. En cuanto a la red de monitoreo de calidad de agua, las premisas que nosotros estamos siguiendo es el uso de diferentes tipologías de estaciones o sitios de muestreo. El uso prioritario de estaciones hidrométricas de la red hidrológica nos va a servir para poder completar o generar esta nueva red. El uso prioritario también de las estaciones que ya existen dentro de los países, la representatividad de los sitios de monitoreo, la posibilidad de acceso a los sitios de monitoreo. No olvidemos que la cuenca amazónica es de alta complejidad en muchos lugares para poder colocar las estaciones de medición, y así también la medición de parámetros básicos para poder ir desarrollando. La próxima, por favor, ir desarrollando este trabajo. En realidad son 3 fases que tiene esta red. En la fase 0 es en la cual nosotros estamos, que es la definición primero de esta concepción de nuestra red, con el establecimiento, por ejemplo, de 111 sitios de monitoreo. Se está discutiendo los parámetros que se van a medir, la frecuencia, la logística, infraestructura, el acceso y publicación de datos. Después, yo creo que tenemos básicamente un proceso, una metodología muy similar a la de otras cuencas para este trabajo. La próxima, por favor. En cuanto a la red de monitoreo de proceso, erosión, transporte de sedimentos, es una red que recién se la va a comenzar también a plantear con los países. Esto es bajo el apoyo del Global Environmental Facility, que nosotros estamos trabajando con este financiamiento. Nos va a permitir hacer una línea base y seguimiento del estado actual de impactos de los procesos de identificación de hotspots, generación de un sistema integrado por satélite con una cobertura aproximada de 800,000 kilómetros de la cuenca, y dentro de algunas de las acciones específicas está el desarrollo del protocolo común para acceso, validación e implementación de datos, la definición y ubicación de estaciones, la capacitación técnica y las acciones acordadas a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, la próxima, por favor. ¿Dónde se va a ir todos estos datos? ¿Cómo vamos a hacer la interoperabilidad? Pues nosotros estamos trabajando porque los países miembros de la organización han definido establecer un observatorio regional amazónico, que en los próximos meses por fin vamos a hacer real este observatorio, que va a gestionar la información oficial proporcionada por los países, por los diferentes puntos técnicos, sean ministerios de medio ambiente, agencias de agua, etcétera, etcétera, dando un valor agregado a toda esta información. Entonces, este observatorio se constituye en un sistema integrado de información relevante para el monitoreo de procesos estratégicos como una herramienta de apoyo a la gestión pública, siendo que los administradores de los recursos hídricos deben tener acceso regular a estos datos de carácter confiable, actualizados, relevantes para la gestión operativa. Será justamente este observatorio el que va a recibir oficialmente de los países esta información para poderla procesar, tener analítica de datos, imágenes satelitales y generar esta interoperabilidad para poder colocar una sala de situación en materia de recursos hídricos para la región amazónica, en la cual nosotros podamos
ser también receptores de esa información técnica, pero dándole valor agregado para los decisores políticos y sobre todo para los gestores, gestores públicos para el trabajo a diferentes niveles, tanto local como subnacional, también nacional, basándonos, por supuesto, en esta información, como decía, oficial que los países nos vayan a proporcionar. No quiero extenderme más, Eric, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Alejandra, para este testimonio y la presentación de un ejemplo muy interesante, muy complejo, muy complicado con muchos países. Muchas gracias. Nous passons maintenant à une autre échelle. Après 2 bassins transfrontaliers, nous voulions vous présenter l'exemple d'un pays. Et je vais donc avoir le plaisir de céder maintenant la parole à Monsieur Nyohor Ndour, qui est directeur de la gestion et la planification des ressources en eau au Sénégal, qui va donc nous présenter le point de vue d'un pays, mais d'un pays lui-même très engagé dans des organismes de bassin transfrontaliers avec le fleuve Sénégal. Nyohor, je vous cède la parole. Merci, merci cher Eric. Bonjour tout le monde. Je suis le directeur de la DGPRE comme vous l'avez dit, mais je suis avec mon collègue, comme vous le voyez, Martha Sall, qui est le chef de la division système d'information. Donc voilà, comme l'a dit Eric, bon, je vais vous partager avec vous un témoignage ici au Sénégal dans le cadre de la gestion des ressources en eau. Entre autres missions de notre direction, on s'occupe du suivi en eau du point de vue quantitatif et qualitatif. Allez, prochain diapo. Et comme vous le voyez dans le sommaire, on va essayer de partager avec vous un peu cette problématique et échanger avec vous sur le suivi du point de vue hydrométrique, mais également du point de vue piézométrique, les relations qu'on a avec les acteurs, les solutions d'implantation de bases de données au niveau de la DGPRE, mais également échanger avec vous pour vous donner quelques faiblesses de notre système et vous présenter le système intégré d'information des ressources en eau qu'on est en train de développer avec l'appui de l'OIO et les perspectives. La problématique des ressources en eau, disons au niveau national, on peut le présenter du point de vue quantitatif, mais également qualitatif. On subit de plus en plus de pression sur la ressource en termes de prélèvement d'eau, et ce qui nécessite davantage un suivi très rapproché avec des outils qu'on devrait davantage renforcer et développer. Et comme vous le voyez au niveau de la carte, on a une forte pression, surtout au niveau de l'ouest du Sénégal, avec un fort prélèvement, mais également il y a des zones où on a moins de prélèvement. Du point de vue qualitatif, on a, prochain diapo, on a voilà, on a par endroit, sur certaines nappes également, des nappes qui présentent une qualité d'eau qui n'est pas quand même favorable, notamment avec une présence du fluor souvent et du sel. Prochain diapo. Et en termes de suivi, on a un réseau de suivi des eaux de surface, comme vous le voyez sur la carte. Et ce réseau présente certaines stations hydrométriques qui permettent de nous donner certains paramètres du point de vue quantitatif, le niveau d'eau. Et à partir du niveau d'eau, on peut avoir le débit, mais également on suit certains paramètres chimiques et microbiologiques. Prochain diapo. Pour le réseau disons, piézométrique, on a également un réseau dense de piézométrie, même si on doit le renforcer davantage. Et le Sénégal est divisé en zones, et ces zones font l'objet d'un suivi très rapproché. Le suivi, la plupart se fait, disons,
en basse eau et en haute eau, étiage et crue. Mais dans certaines zones où on a une forte pression en termes de prélèvement, le suivi se fait mensuellement. Il y a également certains piézomètres, sinon, disons des stations de suivi d'eau souterraine où on a installé un dispositif de suivi automatique, c'est ce qu'on appelle les enregistreurs de niveau. Donc voilà un peu ce réseau. Et ce réseau, disons, nous permet d'alimenter notre système d'information. Mais au-delà de ce réseau, nous interagissons également avec des acteurs qu'on appelle la plupart des utilisateurs, au niveau des surtout l'agriculture, l'industrie, les mines, etc. Donc, ces acteurs également, on échange avec eux des données qui permettent d'alimenter notre système d'information. Prochain diapo. À partir de ce réseau de suivi et de cette collaboration qu'on a eue au niveau des acteurs, la DGPRE a développé des applications informatiques. L'une des applications phares et qui englobe pratiquement la totalité des ouvrages hydrauliques au Sénégal, c'est le programme de gestion des ressources en eau qui englobe pratiquement tous les forages. On a les forages, on a les ouvrages également de captage d'eau de surface. Et au niveau de ces ouvrages de captage d'eau souterraine, on a tous les paramètres, hein, allant des paramètres physiques et jusqu'aux paramètres chimiques, hydrochimiques. À côté de ce programme de gestion, nous avons développé également un autre programme qu'on appelle, disons, la base de données des prélèvements et des autorisations de forage, qui vient en appoint de gestion des ressources en eau, de cette application. Et en plus de cela, on a une base documentaire, le centre de documentation, et au niveau de ce centre, on est en train de le renforcer du point de vue, disons, numérique. Pratiquement tous les ouvrages sont numérisés, stockés, partagés au niveau d'une base accessible en ligne. Donc, tout ça également renforce notre système d'information. Prochain diapo. Allez-y, prochain diapo. Donc, mais le système présente certaines faiblesses, notamment une faiblesse liée disons, au référentiel commun de données. Au niveau de nos ouvrages de captage, on a un code qu'on appelle IRH, mais souvent, avec certains partenaires, on n'a pas le même référentiel en ce qui concerne ce code. Au niveau également administratif, on a un problème au niveau de la codification administrative. Il y a lieu de stabiliser cela. On est en train de travailler avec les services concernés pour mieux harmoniser cette codification. Il y a également l'existence de plusieurs systèmes qui ne sont pas souvent interconnectés, et ça également nous pose beaucoup de problèmes en ce qui concerne le traitement des données au niveau de notre système d'information. L'autre aspect sur lequel je voudrais insister, et je pense que nos prédécesseurs sont revenus sur ça, c'est surtout l'utilisation de la télédétection, de l'imagerie satellitaire. Je pense que cet aspect, nous, on est en train de voir comment le renforcer. Parce que comme je vous l'avais vu dans mes diapos précédents, on a un réseau hydrométrique, un réseau piézométrique, mais vous savez, ce réseau souvent est détérioré et également il y a des zones d'accès très difficiles. Donc l'utilisation de ces outils de télédétection pourrait améliorer le suivi. Et dans une perspective toujours d'améliorer notre système d'information, avec l'appui de l'Office international de l'eau, l'OIO, on est en train de développer un système intégré d'information des ressources en eau. Un système, je pense que Paul est un peu revenu sur ça, basé sur, disons, un aspect décentralisé, c'est-à-dire chaque
chaque opérateur est propriétaire de sa base, gère sa base, mais on met en place une plateforme commune sur laquelle on peut échanger les données et également partager. Ce système est en train d'être développé. On espère que d'ici la fin de l'année, avec nos partenaires loyaux, on pourra vraiment le finaliser. Donc, en termes de perspective, avec l'appui surtout de la Banque mondiale, dans les prochains jours, on va développer ce qu'on appelle l'utilisation de compteurs intelligents au niveau de certains ouvrages de captage pour avoir la donnée à temps réel. On est en train également de voir dans une initiative Pôle Eau comment mettre en réseau et numériser, digitaliser vraiment nos ressources documentaires et les mettre en réseau. Nous travaillons également avec certains partenaires au niveau de notre réseau de suivi, comment automatiser avec des enregistreurs de niveau automatique, comment automatiser davantage nos stations. Et ça, je pense, c'est à bonne voie. D'ici quelques mois, je pense qu'on aura les résultats. Voilà, de manière brève, ce que je voulais partager avec vous en termes d'évolution de notre système d'information et voilà, au niveau national, en ce qui concerne le suivi des ressources en eau. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Merci beaucoup, Nyohor. Et merci à nos trois intervenants pour la qualité de leur présentation. Voilà, à l'issue des 5 témoignages, des 5 excellentes présentations que nous avons eues, je vais redonner la parole à Paul Henner, qui a les résultats du sondage auquel vous avez répondu tout à l'heure et qui va nous les présenter en lancement du temps de questions-réponses que je vais ouvrir donc juste après. Paul, nous sommes impatients de découvrir les résultats du sondage. Merci Eric, thanks a lot. And thanks a lot to all the contributions. So I will ask to Edouard to have a visualization of the results of this survey. So I want to thank you because we have quite 100 of answers. So we have 100, in fact, now. 100 of answers, which is quite a very good sample in statistically speaking. So, and it is, of course, very interesting to see that many of you are facing this issue of data sharing, having access to data produced by various institutions, with 91% of answers saying that there is quite issues on that. Secondly, second question, it is also very interesting to see that as in many cases, 74%, we can see that there is a lack of, so there is a lack of agreement at national level, at transboundary level, with a lack of data sharing agreement between the actors. And this is something that we see really on the field. And it is really a difficulty when we want to support the data sharing between institutions at national level. We are facing in many cases this situation that there is a lack, there is no adapted legislation, there is no agreement, even informal, with strategy, with a lack of strategy at national level to organize really this cooperation. So we consider that this is a key issue that has to be taken into consideration. Of course, second priority is to have tools and to have the capacity to organize this data exchange with a good procedure. So we can see here a lack of procedures, but other points are also very important. The lack of common language that was mentioned by Nyohor previously, the lack of the issue of heterogeneity of data, the lack of data in many cases. So we hope that the use of satellite image will contribute to complete a part of this missing data. Lack of IT is less important here, but there is also an important aspect about the training of human resource, about how to organize these aspects. So I think these results are very positive, very interesting, going in what was presented, reflecting what was presented. So I want again to thank you for your contribution to this survey. Thanks a lot. Thank you very much, Paul, for the presentation of the results
of these first questions, with a huge majority of the audience of today confirming the importance of these topics of water information systems. Well, I would like to work on a first round of questions that have picked in the chat, and I will wrap these questions together in order also for them to be translated, and then I will give the floor again to the speakers of today for the answers and the compliments they would like to add to the question, to these first questions. So there was a first question about the role of water information systems in terms of prevention or even resolution of conflicts, transboundary conflicts about water resources management. Another question, very interesting question, I think, about the other difficulties related to water information systems. There are many technical difficulties, but also non-technical difficulties. Do you have any compliments that some of the speakers here would like to add to these questions? And this is one aspect of governance and or human organization that you have already addressed, but probably would be interesting to come back to these non-technical difficulties in the elaboration of water information systems. And related to that, I think we all know that there is a need of capacity development, of capacity reinforcement for the experts in the countries, in the basin organizations. So how do you want to express your experience on this specific aspect? And the last question that I've seen in the chat was about the funding sources for water information system. This is a very important issue, obviously, and so if any of you has anything to say about that, you are very welcome. So maybe ladies first. Alejandra, would you like to comment and to complement your intervention on these questions? If you are okay to answer first, the floor is yours. Alejandra. Ay, muchas gracias, Eric. A mí me gustaría tocar el tema de financiamiento, porque es algo que definitivamente en la implementación de las redes ahora se nos está complicando. En este momento, la cooperación financiera que nosotros tenemos es una cooperación sur-sur. En uno de los proyectos trabajamos con la Agencia Nacional de Aguas del Brasil, y por otro lado, financiamiento limitado del Global Environmental Facility. Pero vemos con mucha preocupación que para este tipo de proyectos, para adquirir, por ejemplo, las estaciones, para toda la parte operativa, es muy complicado de acceder a financiamiento, sobre todo en nuestros países, dada la concepción de renta media que, por ejemplo, nosotros como países amazónicos ya tenemos. Pero la región amazónica no es de renta media, entonces se nos va complicando. Considero que definitivamente es un asunto que, si se hace fuerza entre las diferentes instituciones de gobernanza internacional, colocar una cápite de mayor financiamiento en las diferentes instituciones, no solamente de fondos no reembolsables, y ante esta este nuevo escenario de la pospandemia del COVID-19, porque esos recursos, muchos van a ser alocados en otros sectores, por tanto, hay que cuidar. Todos hemos visto la directa conexión de una gestión hídrica apropiada de nuestro recurso agua, que ha tenido su impacto y que tiene impacto en este tipo de pandemias. Entonces creo que es algo importante que deberíamos también trabajar para poder garantizar mayor financiamiento en este tipo de acciones. Peut-être Nyohor voudrait reprendre la parole pour apporter les éléments de réponse qu'il souhaite aux questions que j'ai reprises tout à l'heure. Oui, merci, cher Eric.
Oui, en fait, l'information joue un rôle très important en ce qui concerne la résolution ou bien la prévention même des conflits. Quel est le rôle du système d'information en termes de résolution du conflit? Quand on prend la convention de l'eau, la convention sur l'eau, l'un des principes, je parle de la convention sur l'eau de 1992, l'un des principes, c'est vraiment le partage d'informations. Je pense qu'entre les acteurs en amont et les acteurs en aval d'un bassin doivent partager les informations de manière très, disons, précise. Et sinon, ça peut amener souvent des conflits d'usage. Et comme l'exemple réussi, bon, qui est cité souvent, c'est l'OMVS où on partage, en parlant de l'OMVS, je veux parler du bassin du fleuve Sénégal et son organisation. On partage souvent les informations en amont et en aval. Et ce partage renforce vraiment la coopération parce que ça permet aux instances de décider, d'avoir une information claire sur le bassin et de décider. Au niveau de certains bassins également, au niveau territorial, c'est la même chose. En ce qui concerne le financement, je pense que ici au niveau national, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un fonds d'exor, c'est-à-dire chaque préleveur essaie de payer une redevance lorsqu'il prélève. Et ce fonds permet de soutenir le suivi des ressources en eau. Mais comme vous le savez, ce n'est pas suffisant. Il faut davantage peut-être en termes d'information, sensibiliser et montrer l'utilité de la gestion des ressources à travers la collecte des données pour que les autorités puissent accompagner et que des budgets puissent être mis en place pour accompagner le suivi. Mais je pense que si ces fonds émanant disons, de la collecte de la redevance sont bien gérés, ça peut soutenir vraiment le suivi des ressources en eau. On est en train également de mettre en place ce qu'on appelle le fonds bleu. Bon, je ne vais pas entrer dans toutes ces caractéristiques, mais ce fonds bleu également permet de soutenir les systèmes d'information. Voilà un peu quelques informations que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Nyohol. Je pense que c'est la question de partage de l'information, elle est au centre avec, comme nous venons de le présenter tout à l'heure. Et souvent, ça se résout par rapport aux producteurs, donc les services hydrologiques nationaux, au niveau de financement. Nombreux qui s'attendent au financement venant de leur budget au niveau national. Souvent, les secteurs, les financements n'arrivent pas quand ça doit arriver. Et là, déjà, on est en train de vouloir mettre au centre des acteurs qui peuvent soutenir l'activité de la production des données, comme notre collègue du Sénégal venait de le dire, au Congo-Brazza, et sur le financement de l'AFD et l'appui avec de l'OIO également, voir comment faire intervenir les acteurs privés dans ces suivis et aussi les grands porteurs de grands aménagements, surtout du domaine de l'hydroélectricité, comment ils pouvaient porter également cette activité du suivi, bien sûr, avec l'accompagnement au centre de structures, parce qu'il s'agit de l'activité régalienne de l'État, donc des services hydrologiques nationaux. Mais faire que les privés ou grands utilisateurs de la ressource du domaine de l'hydroélectricité, de l'irrigation et autres qui doivent se développer dans les bassins au niveau national puissent intervenir, accompagner ces services hydrologiques nationaux. Donc, ce sont de réflexions, mais la problématique, elle est là. Il faut le financement
même quand nous disons partageons l'information, ils disent oui, nous payons les lecteurs, ainsi de suite, les budgets n'arrivent pas, nous nous forçons avec nos faibles moyens. Est-ce qu'au niveau régional, vous ne pouvez pas nous appuyer? Effectivement, les rôles comme organisme des bassins, et nous mobilisons effectivement des partenaires pour arriver en appui. Et nous avons vu beaucoup de résultats déjà en termes de réhabilitation des stations dans beaucoup de nos pays. Les partenaires ont beaucoup contribué à ça, comme je le disais tout à l'heure, d'une dizaine ou trentaine de stations in situ. Nous sommes à plus ou moins 200 aujourd'hui si nous prenons dans nos différents pays. C'est grâce aux interventions et les lobbying de la SICOS auprès des bailleurs et qui sont en train d'appuyer ces services nationaux. Donc, on doit y travailler et réfléchir davantage sur les stratégies. Très bien, merci beaucoup Georges, pour cette réponse. Alors, je crois que Alessandra n'est plus parmi nous, mais on a bien noté la question assez technique qui a été posée dans le chat sur notamment le suivi de zones irriguées à l'aide de la télédétection, et nous pourrons lui relayer cette question. Voilà, je vois d'autres questions dans le chat, mais je crois qu'il va être difficile de les aborder si nous ne voulons pas prendre trop de votre temps. Et je vais vous proposer donc de cheminer vers l'ultime partie de cette session en cédant avec grand plaisir la parole à François Munger, directeur du Geneva Water Hub, qui va partager un certain nombre d'éléments de conclusion à l'issue de notre webinaire. François, je suis heureux de te passer la parole. Merci Eric. Vous m'entendez? Très bien. Parfait, merci beaucoup. Comme tu le sais, hein, le Geneva Water Hub est engagé sur la digitalisation en partenariat avec vous, le RIHUB, mais aussi avec l'Organisation mondiale de la météorologie et plusieurs autres acteurs, hein, dont le Polo de Dakar, dont Niokor est aussi le directeur. Mais c'est sans doute l'OMVG, avec ses travaux sur son plan directeur de développement intégré, qui a amorcé notre engagement. Alors, notre initiative se développe avec une série de 4 à 5 webinaires sur la digitalisation qui devraient confluer vers des échanges directs entre des agences de bassin sur leur avancée, sur les leçons apprises et les défis sur la gestion des données et la digitalisation. Comme l'a dit Niokor, mais ce n'est pas seulement au Sénégal, hein, nos ressources en eau sont sous haute tension. Ceci est dû à un développement humain qui utilise de plus en plus d'eau, la pollue et la gaspille. Une situation aggravée par le changement climatique. Donc, plus que jamais, l'acquisition, la gestion, la modélisation des données sur les ressources en eau et évidemment leur usage est indispensable pour la mise en œuvre des politiques de l'eau, pour la coopération, pour les investissements, pour la sécurité et la paix. Ces éléments clés ont été relevés par les 3 grands panels mondiaux sur l'eau qu'il y a eu ces dernières années. Le panel mondial sur l'eau et la paix, notamment, a souligné l'importance capitale des données fiables, exploitables pour la gestion intégrée de l'eau. Et au-delà, pour que l'eau puisse fonctionner comme un instrument de sécurité et de paix, que les données puissent être échangées au niveau transfrontière, qu'elles appuient l'hydrodiplomatie, qu'elles permettent les finances innovantes et une hydropolitique fondée sur des preuves. Des technologies intelligentes, dont la télédétection. On a eu une magnifique présentation de Alice à ce sujet. Et la transformation numérique sont des opportunités, mais la gestion des données, qui ne peut être qu'intersectorielle, doit répondre aussi à la fragmentation, la dispersion et hétérogénéité des acteurs et des sources. Souvent, le capital de données généré par ces différents acteurs est largement sous-utilisé et les capacités de production des informations requises pour une mise en œuvre des politiques, des plans de financement en sont affectées. La digitalisation
peut aider à intégrer ces sources et à promouvoir une approche systématique qui reconnaît l'interdépendance de l'eau entre les différents secteurs, entre entités administratives, entre villes et zones rurales. Mais la volonté politique est clé, ainsi que la prise en charge par une institution leader, respectée et légitime pour construire cette cohérence. En ce sens, les agences de bassin ont un rôle essentiel à jouer. En effet, leur mandat, et comme c'est notamment le cas pour l'OMVG ou l'MVS, leur donne ses attributions pour construire une telle plateforme numérique, l'eau agissant comme un connecteur, multi-acteur et catalyseur de développement. Les agences de bassin sont donc un milieu favorable pour la transformation digitale, tout évidemment en relevant aussi le défi de la cybersécurité, car si les technologies numériques offrent des possibilités presque illimitées pour la gestion et les opérations, ces technologies vont aussi de pair avec des abus flagrants et des risques auxquels le secteur de l'eau, les agences de bassin, les distributeurs doivent se préparer. Je voudrais finalement souligner l'importance de prendre en compte dès leur conceptualisation la durabilité des systèmes d'information et la nécessité de les budgétiser. Car bon, dans ma vie, j'ai vu trop de systèmes mis en place qui ont collapsé. Et quand un système collapse, on perd un historique. Et on le sait en hydrologie que ce que ça veut dire de perdre un historique, c'est perdre des données, c'est assurément être inefficient. Voilà, c'est avec ces quelques mots que je terminerai. Et je tiens évidemment à remercier le RIOB pour l'organisation de cet événement qui a, à mon avis, super bien fonctionné, ainsi que tous les participants et les organismes de bassin. Merci beaucoup. Thank you very much, François. Thank you so much, François, Director of the Geneva Water Hub, for these concluding remarks. You know that we couldn't agree more on what you've just said. And I would like to add just a few remarks on INBO's side at the very end of this webinar. INBO's ambition is really to follow up on today's first webinar on this topic about water information systems. We need to dig deeper into certain topics. We need to study further some regions, some other geographies, and we really would like to come back to our network and to our partners with really a program of several sessions dedicated to more specific aspects of water information systems. And we've seen today that the material is very rich and that we will need much more time to address really all the technical and not technical topics that are covered in this vocabulary of water information systems. I would like to stress, among the many subjects that have been raised today, the importance of interinstitutional cooperation. There is a need of this type of cooperation, both at national levels and at transboundary or international levels. There is a need for interoperability between the different public sources of data and an interconnection, not only technical, physical, but also human. And I think this is really a key point that needs to be addressed before we can address so transboundary and international issues. This is one of the key successes for shared and efficient water information systems. And it's necessary to formalize this cooperation need into strategic frameworks. Second remark that I would like to focus on at the end of this webinar is really the complexity of the interactions between technical topics
with the experts in these technical fields and the human necessity to build trust, to build cooperation, not only among different countries when it is the case of a transboundary basin, but also in many cases, we all know that in between different ministries inside the same country. And this is also an important part of the complexity of efficient water information systems. Third idea, we haven't addressed that so much today, but a little. This is the connection between water information systems in the sense of systems addressing issues directly related to water resources, but also to water uses. And among these different types of water uses, I would mention the ecosystems, the environment. You have mentioned, some of our speakers, Alejandra has mentioned also these interactions between water resources, water uses, and biodiversity. All the ecological aspects related to water ecosystems. And there was a question also about ecological flows that we haven't addressed today because of the lack of time. And I believe that this is a type of connection between water security and a broader ecological security that we will be a raising issue in the future. So at the very end of these few words, I would like to say that for the coming weeks of this year, we will have a program of different webinars that Edouard will be able to share on your screens right now. And so we will try to address other topics before in the coming weeks. The next one will be about climate change, adaptation, and especially the relationship, the difficult relationship between water policies and agricultural policies. We will then in November have a webinar dedicated to basin and city dialogues, and also a webinar related to a European project called Fiber for Water. You can find more information in the internet site of the project. And in December, the issue of the participation of civil society, of different types of stakeholders. And these are the other topics that we would like to address before the end of this year. And so at the very end, I have to thank you, dear public, dear audience. You've been very participative during this webinar. It's always difficult to take all the questions, and it's somehow frustrating also for us to not have the time to address all the questions, but we really would like to work on the questions that we haven't had time to address today in order to build together with other partners a more complete program for next year. So thank you to our very efficient and informative and enthusiastic speakers of today. We are really honored to have you on the floor today. I have to mention that today in this webinar, we had the first largest basin in the world with the Amazon and the second largest basin in the world with the Congo. So this is quite unusual to have such a high level participation. So thank you very much to all of our speakers. And we've been very honored and pleased to have you on the floor today. And so I hope that you have enjoyed this webinar, and we hope that we will see you again in the next editions. We would be very happy and honored to see you again. And so thank you very much, and we will be pleased also to see you for real as soon as the COVID crisis will enable us to meet physically and again. So stay safe in your countries, in your regions, in your basin, and I hope to see you
very soon in real. Bye bye. Au revoir à tous. Hasta la vista. Muchas gracias.